Lorsque nous commençons à réfléchir au temps, nous le considérons souvent comme une évidence, quelque chose que l'on peut mesurer précisément avec des horloges et des calendriers. Mais comment tout cela a-t-il commencé? Pourquoi les humains ont-ils commencé à mesurer le temps et comment cela a-t-il influencé leur vie? Remontons dans les époques lointaines, lorsque nos ancêtres prenaient conscience de l'importance du temps. Tout a commencé lorsque l'homme, intégré à la nature, a commencé à remarquer ses rythmes immuables, l'alternance du jour et de la nuit, la cyclicité des saisons, les migrations des animaux, tout cela était lié à des processus vitaux pour la survie. À l'époque primitive, l'homme ne comprenait pas encore le temps comme nous le faisons aujourd'hui. Pour lui, le temps était quelque chose qu'il ressentait à travers les événements environnants. Le lever et le coucher du soleil, les ombres sur le sol changeant au fil de la journée, voilà les premiers repères qui permettaient aux gens de distinguer le jour de la nuit. Le cycle du jour et de la nuit était la première manière de mesurer le temps. Pour les peuples primitifs, le jour et la nuit étaient des jalons fondamentaux qui déterminaient leurs activités quotidiennes. Le jour, ils chassaient et cueillaient de la nourriture. La nuit, ils se reposaient, se protégeant des prédateurs et du froid. Ces cycles étaient si importants qu'ils définissaient de nombreux aspects de leur vie. Cependant, la nature offrait non seulement le jour et la nuit, mais aussi le changement des saisons et les migrations animales, qui devenaient partie intégrante d'un calendrier primitif. Pour nos anciens ancêtres, chaque saison avait son importance. L'été apportait une abondance de nourriture, tandis que l'hiver mettait leur survie en péril. C'est à cette période qu'il devint évident combien il était crucial de comprendre et de suivre le temps correctement. Les saisons dictaient quand récolter, quand se préparer à l'hiver, quand partir à la chasse ou à la pêche. Il était également important de noter les migrations animales, car les déplacements de troupeaux, comme ceux des mammouths ou d'autres animaux, pouvaient être liés à des phénomènes naturels significatifs. La saisonnalité dans la vie des gens était si importante qu'elle devint une partie intégrante de leur culture. Tous les événements majeurs, tels que les fêtes, les rituels et même les guerres, étaient liés à des moments précis de l'année. Cette compréhension de la cyclicité de la nature permettait de survivre et d'éviter des erreurs qui auraient pu mener à la famine ou au malheur. Tous ces rythmes, l'alternance du jour et de la nuit, les saisons, les migrations animales, devenaient la base de la perception du temps. Avec le développement de l'agriculture, le besoin de suivre le temps avec précision devint encore plus évident. Lorsque l'homme commença à cultiver des plantes et à élever des animaux, il ne pouvait plus se fier uniquement à une perception intuitive des cycles naturels. Il devait prendre en compte non seulement les saisons, mais aussi des moments précis comme le moment de semer ou de récolter. L'agriculture exigeait une compréhension claire du temps. Quand semer, quand récolter, quand attendre les pluies, ces questions devenaient essentielles pour la survie. Les simples observations du soleil ou de la lune ne suffisaient plus. Des méthodes plus précises de mesure du temps étaient nécessaires pour prédire le climat, comprendre quand planter ou récolter. De plus, à cette période, des questions liées à la répartition du travail et des tâches au sein de la tribu devinrent pertinentes. Les gens commencèrent à réaliser que l'efficacité du travail
dépendaient directement de leur capacité à gérer le temps, par exemple lors de la construction de logements ou de la chasse. Une planification précise du travail et une répartition des tâches dans le temps devinrent la base du développement ultérieur de la société. Tout ce temps, l'homme continuait à développer son premier ressenti du temps à travers la nature. Au début, cela passait par de simples observations du soleil, des ombres et des étoiles. Le cycle solaire était le repère le plus évident. Le lever du soleil, son zénith, puis son coucher, formaient, en quelque sorte, le premier calendrier utilisé par l'homme. Les cadrans solaires, un dispositif simple permettant de s'orienter grâce à la position du soleil dans le ciel, devinrent un outil important pour les premiers agriculteurs. De plus, les observations des ombres donnèrent également une idée du temps au cours de la journée. C'était une perception primitive du temps à travers des horloges naturelles dépendantes de la lumière solaire. Les étoiles jouaient aussi leur rôle. La nuit, elles servaient de point de repère, permettant aux gens de s'orienter dans l'obscurité et de calculer le temps, même lorsqu'ils ne pouvaient pas observer le soleil. Cela était particulièrement important pour ceux qui chassaient ou voyageaient sur de longues distances la nuit. Le temps devint un facteur décisif pour la survie de l'homme. C'est précisément la capacité à percevoir et à utiliser correctement le temps qui permettait d'éviter la famine, les rencontres avec des prédateurs et autres dangers. Pour survivre, il était nécessaire de prévoir correctement le changement des saisons, de comprendre quand se préparer au froid ou aux pluies. De plus, la connaissance du temps devint non seulement une nécessité pratique, mais aussi un facteur d'organisation sociale. Les tribus capables de coordonner leurs actions en fonction du temps, notamment pour des chasses collectives, pouvaient utiliser efficacement les ressources et assurer leur survie. Mais le temps n'était pas seulement utilisé de manière pratique pour la survie. Il devint également un élément important de la vie spirituelle. Les rituels primitifs étaient souvent liés au cycle naturel. Les fêtes saisonnières, les rituels de fertilité, les prières pour la pluie ou la prospérité étaient tous liés à des moments précis comme les solstices ou les équinoxes. À chaque nouveau cycle de la nature, qu'il s'agisse du début d'une saison ou du changement de phase de la lune, les gens organisaient des rituels pour s'adresser aux forces de la nature, les remercier pour les récoltes ou demander leur aide pour l'avenir. Ces rituels servaient également de moyens importants de communication avec la nature et de renforcement des liens sociaux au sein de la tribu. L'un des premiers moyens de fixer les cycles temporels fut l'invention des calendriers. Les calendriers lunaires, apparus dans l'Antiquité, permettaient aux gens de suivre les changements des phases de la Lune et de les relier aux cycles agricoles. Les peintures rupestres représentaient souvent des animaux, des plantes et même des étoiles, offrant des indices sur la manière dont le temps était lié à la nature. L'un des témoignages archéologiques les plus connus est Stonehenge, un cercle de pierre qui, selon les hypothèses, était utilisé pour observer des phénomènes astronomiques. Ces structures de pierre devinrent une sorte de calendrier et aidaient les gens à déterminer les dates importantes pour les semailles, les récoltes ou d'autres rituels. Le temps n'était pas seulement pratique, mais aussi mythologique. Les mythes, légendes et récits religieux liaient souvent différents moments du temps à des forces divines ou au destin. Dans les cultures anciennes, le temps était souvent perçu comme cyclique,
liés à la vie et à la mort, à la naissance et à la destruction. Les mythes sur les cycles du temps, comme la transmigration des âmes ou la fin du monde, enseignaient aux gens l'importance de se souvenir du temps et de son pouvoir sur les destinées humaines. Ce n'était pas seulement un concept lié aux planètes et aux saisons, mais quelque chose de plus profond, reflétant la perception humaine de la vie et de sa cyclicité. Le temps devint une partie de la philosophie, un sujet de réflexion sur le sens de la vie, sa fin et son commencement. Bien que, dans les temps primitifs, les gens n'aient pas encore de montres ou de calendrier précis, la compréhension du temps comme quelque chose de significatif et régissant la vie humaine devint la base du développement ultérieur de la culture humaine. Dans l'histoire de l'humanité, la mesure du temps a toujours été une partie intégrante de la vie quotidienne. Dans différentes époques et cultures, diverses méthodes de suivi du temps se sont développées, mais l'un des outils les plus anciens et importants fut le cadran solaire. Cet appareil permit aux gens non seulement de s'orienter plus précisément dans le temps, mais posa également les bases des futurs progrès en astronomie et en mécanique. Le cadran solaire le plus simple était, en substance, un gnomon, un bâton vertical projetant une ombre. Cet instrument était utilisé depuis des temps immémoriaux, principalement pour déterminer l'heure en fonction de la position de l'ombre. Le gnomon était élémentaire, un objet vertical dont l'ombre changeait selon l'heure de la journée. C'était une mesure claire et simple qui permettait aux gens de l'Antiquité de distinguer le jour de la nuit et d'estimer combien de temps s'était écoulé depuis le lever ou le coucher du soleil. Bien que le gnomon fût loin d'être précis, il servait de premier repère pour déterminer l'heure. Il est encore utilisé aujourd'hui, mais à l'époque, c'était presque le seul moyen accessible, simple et compréhensible pour tous. Bien sûr, la précision de ces observations dépendait du lieu et des conditions météorologiques, mais dans le contexte du monde antique, les gnomons constituaient un repère suffisamment fiable pour la plupart des gens. Les anciens Égyptiens furent parmi les premiers à perfectionner l'idée du cadran solaire, la transformant en une forme plus complexe de mesure du temps. Ils commencèrent à utiliser des obélisques, de hauts piliers de pierre installés dans des lieux publics. Contrairement au simple gnomon, l'obélisque permettait de déterminer l'heure plus précisément grâce à sa hauteur. Ces structures servaient non seulement d'ornement, mais aussi d'outils importants pour suivre le temps. Grâce aux obélisques, les Égyptiens divisaient la journée en plusieurs parties, les heures matinales, de midi et du soir. En Égypte, ils développèrent également un système de cadran solaire dans lequel la journée était divisée en 12 heures et la nuit en 12 périodes nocturnes. Ce système était lié à l'observation du mouvement du Soleil et de la Lune, ainsi qu'aux dieux et aux événements mythologiques, ce qui influença les pratiques calendaires. Les obélisques servaient non seulement à mesurer le temps, mais aussi comme symbole de pouvoir et de contrôle divin. Le long de rivières comme le Nil, sur les places centrales ou dans les temples, ces piliers de pierre étaient installés, devenant un élément important du patrimoine culturel et religieux de l'Égypte ancienne. L'idée du cadran solaire se répandit dans le monde entier et ne pouvait pas contourner la Chine ancienne et l'Inde. Dans ces pays, il existait également des analogues de cadrans solaires utilisés pour mesurer le temps. Par exemple, en Chine, on utilisait des horloges solaires ou gnomons, qui étaient des bâtons verticaux plantés dans le sol. En Inde, les cadrans solaires étaient également employés,
et il présentait des similitudes avec les constructions chinoises. Cependant, en Inde, les cadrans solaires étaient souvent plus complexes, avec des ajouts comme des miroirs qui amplifiaient l'effet des ombres, permettant un meilleur suivi du temps. Dans ces cultures, il existait également des liens étroits entre la mesure du temps et la religion. Les cadrans solaires étaient utilisés non seulement à des fins pratiques, mais aussi comme outils pour déterminer l'heure des rituels, des prières et d'autres cérémonies religieuses. L'une des contributions les plus importantes au développement de la mesure du temps fut la division babylonienne de la journée en 24 heures. Les Babyloniens utilisaient leur système de numération basé sur le nombre 60, ce qui leur permettait de diviser le cercle en 360 degrés et la journée en 24 heures. Ce sont eux qui introduisirent l'usage des heures de 60 minutes et des minutes de 60 secondes, qui devinrent la base du système de mesure du temps utilisé encore aujourd'hui. Le système babylonien de division du temps eut une influence considérable sur le développement ultérieur de l'astronomie et de la science du temps. Cette division en 24 heures permit de créer un système de mesure plus précis et transforma les cadrans solaires en un outil efficace pour observer le mouvement du Soleil et de la Lune. Malgré leur importance et leur large diffusion, les cadrans solaires présentaient un problème majeur. La précision des mesures dépendait des conditions météorologiques. Les nuages, la pluie ou une simple couverture nuageuse pouvaient rendre leur utilisation difficile. C'est pourquoi, dans la Rome antique, la Grèce et d'autres pays où les cadrans solaires étaient utilisés, on cherchait des moyens d'améliorer leur précision en utilisant des outils supplémentaires, comme les horloges à eau et les dispositifs mécaniques. Les cadrans solaires ne permettaient pas de mesurer précisément le temps la nuit, et leur efficacité diminuait par temps pluvieux ou nuageux. Ainsi, pendant longtemps, l'homme chercha des moyens d'améliorer la précision des mesures en créant de nouveaux dispositifs et méthodes. Les cadrans solaires avaient une grande importance, non seulement pratique, mais aussi culturelle. En Égypte ancienne et en Mésopotamie, ils devinrent une partie intégrante de l'architecture urbaine. En Égypte, les obélisques, en tant que cadrans solaires, étaient souvent installés près des temples, sur les places principales ou près des palais royaux. Ces structures majestueuses symbolisaient le pouvoir et la grandeur des dirigeants, tout en servant de repère pour tous les habitants de la ville. Dans la Grèce et la Rome antique, les cadrans solaires devinrent également un élément de la culture urbaine. On pouvait les trouver dans divers endroits, des places publiques aux maisons privées. Les horloges devinrent non seulement des outils de mesure du temps, mais aussi des symboles d'ordre et de structure sociale. Dans différents pays, les cadrans solaires devinrent une partie importante de l'espace urbain. À Rome, par exemple, l'installation de cadrans solaires sur les forums et les places était un acte de civilisation et de respect des besoins publics. Lorsque les cadrans solaires commencèrent à se répandre dans le monde entier, il devint nécessaire de standardiser le temps. Différentes régions et villes utilisaient leur propre système de mesure du temps, ce qui entraînait une confusion. Par exemple, dans différentes parties de l'Empire romain, le temps pouvait être compté différemment. Cela posait des problèmes pour le commerce, les armées et d'autres sphères de la vie. La première tentative de standardisation du temps fut entreprise à l'époque de l'Empire romain, lorsque l'empereur Auguste introduisit un système commun de temps pour toutes ses provinces.
Ainsi, le temps ne fut pas seulement mesuré, mais aussi synchronisé au sein d'un vaste empire. Les Grecs et les Romains améliorèrent considérablement les cadrans solaires. En Grèce antique, comme à Rome, ils devinrent une partie essentielle de la vie quotidienne. L'utilisation des cadrans solaires en Grèce était particulièrement liée au développement de la philosophie et de la science. Platon et Aristote, par exemple, utilisaient les cadrans solaires pour observer le mouvement des corps célestes et pour déterminer des intervalles de temps précis pour leurs réflexions philosophiques et expériences scientifiques. À Rome, les cadrans solaires devinrent un outil important dans l'architecture et la vie publique. Ils ornaient les places, les forums et les maisons privées. Cependant, même à Rome, on comprenait que les cadrans solaires ne donnaient pas toujours des résultats précis. Pour des mesures plus exactes, on commença à utiliser des horloges à eau. Les philosophes, tels que Platon et Aristote, se penchèrent également sur la nature du temps et ses mesures. Platon, dans ses écrits, abordait la notion de temps comme faisant partie du monde éternel des idées, tandis qu'Aristote, dans sa Physique, tentait d'expliquer le temps comme une mesure du mouvement. Aristote considérait le temps non comme un objet autonome, mais comme dépendant du mouvement et du changement, ce qui ouvrait de nouveaux horizons pour la recherche scientifique et les réflexions philosophiques sur le temps. Ainsi, les cadrans solaires devinrent non seulement un outil important pour la mesure pratique du temps, mais aussi un objet de réflexion philosophique. Dans différentes cultures et civilisations, les gens cherchaient non seulement à mesurer le temps, mais aussi à comprendre son essence. À l'époque antique, lorsque les horloges solaires et à sable ne donnaient pas toujours des résultats précis, les gens commencèrent à chercher de nouveaux moyens de mesurer le temps. L'une de ces solutions fut l'horloge à eau ou clepsydre, un dispositif basé sur le remplissage ou le vidage progressif de récipients d'eau. Cette méthode ingénieuse améliora considérablement la précision de la mesure du temps et constitua une étape importante dans le développement de la science et de la technologie, tout en jouant un rôle clé dans la vie quotidienne de nombreuses civilisations. La clepsydre fonctionnait selon un principe assez simple. Un récipient se remplissait progressivement d'eau et le niveau d'eau servait d'indicateur de temps. Parfois, les horloges à eau utilisaient le principe selon lequel l'eau s'écoulait d'un récipient par un petit orifice. La vitesse d'écoulement était constante, ce qui permettait d'utiliser le niveau d'eau pour déterminer l'heure. Dans d'autres variantes, l'eau entrait dans le récipient, et lorsqu'un certain niveau était atteint, elle s'écoulait par un autre orifice. Il est important de noter que ces horloges fonctionnaient dans toutes les conditions, contrairement aux cadrans solaires qui ne pouvaient pas être utilisés la nuit ou par temps nuageux. Ce principe simple mais ingénieux de la clepsydre permit aux gens de suivre le temps avec précision, même lorsque les cadrans solaires ne fonctionnaient pas à cause des nuages ou de la nuit. Ce fut l'un des premiers pas vers une précision mécanique dans la mesure du temps, indépendante de la lumière solaire. L'apparition de tels mécanismes constitua un progrès important dans l'histoire des technologies, car ils améliorèrent non seulement la précision des mesures, mais permirent également leur utilisation dans divers domaines, des observations astronomiques aux tribunaux et aux représentations théâtrales. Les Égyptiens, comme de nombreuses autres civilisations anciennes, utilisaient des horloges à eau pour leurs besoins quotidiens. En Égypte, elles étaient souvent employées dans les temples et les observatoires astronomiques. Les horloges à eau servaient à déterminer l'heure des prières ou le début de diverses cérémonies.
Par exemple, pour marquer le début des fêtes et des rituels religieux, les horloges à eau jouaient un rôle décisif. Leur conception était assez simple. Il pouvait s'agir de grands récipients dans lesquels l'eau remplissait progressivement une partie mesurée de l'appareil. Des systèmes plus complexes, avec plusieurs canaux pour l'alimentation en eau et des marques spécifiques pour un suivi précis du temps, étaient également utilisés. La Grèce, quant à elle, fit un pas important dans le développement des horloges à eau en créant des dispositifs plus précis et polyvalents. Le savant et inventeur grec Philon de Byzance décrivit une version améliorée des horloges à eau utilisant un système de plusieurs récipients pour un suivi plus précis du temps. Les horloges à eau grecques présentaient des mécanismes complexes permettant de calculer le temps avec un haut degré de précision. Ces dispositifs étaient utilisés dans les observations astronomiques et mathématiques, ainsi que dans les affaires publiques, par exemple pour réguler la durée des discours des orateurs et autres événements publics. Les Romains utilisèrent activement les horloges à eau et avec le temps, leurs conceptions devinrent de plus en plus perfectionnées. Les artisans romains intégraient divers éléments supplémentaires dans les dispositifs pour améliorer leur précision. Par exemple, les horloges à eau romaines utilisaient souvent des systèmes plus complexes avec plusieurs récipients pour retenir et fournir l'eau. Cela rendait le système plus stable et précis. Avec l'augmentation de la popularité des horloges à eau, les ingénieurs romains commencèrent à miniaturiser leur conception. Cela était particulièrement important pour créer des modèles portatifs qui pouvaient être utilisés dans diverses situations, notamment par les savants, les philosophes et les orateurs ayant besoin de suivre le temps lors de leurs discours. Ces dispositifs miniatures étaient parfois utilisés comme objets personnels que l'on pouvait emporter en voyage ou lors de réunions publiques. Dans le théâtre antique, les horloges à eau étaient également largement utilisées pour gérer le temps. Dans les représentations théâtrales, où le temps précis était important pour maintenir le rythme du spectacle, les horloges à eau jouaient un rôle clé. Elles servaient à déterminer la durée des scènes et à contrôler le temps entre les actes. Un exemple de cette utilisation est leur emploi dans les théâtres romains, où le temps était un facteur essentiel pour maintenir la structure des représentations. Les mécanismes complexes des horloges à eau pouvaient être synchronisés avec d'autres moyens techniques, tels que des dispositifs pour l'alimentation en eau ou des signaux de fumée. Dans certains cas, les théâtres utilisaient des réseaux entiers de mécanismes hydrauliques pour créer des effets dépendant du temps, comme l'ouverture de portes, le levage de rideaux ou la production d'effets sonores spéciaux. Cette utilisation des horloges à eau dans le théâtre montrait comment le progrès technologique pouvait être intégré dans les pratiques culturelles et de divertissement. L'un des aspects les plus intéressants de l'utilisation des horloges à eau dans la Rome antique était leur influence sur les discours publics et les procès. À Rome, les tribunaux utilisaient des horloges à eau pour contrôler le temps alloué à chaque participant au procès. Ainsi, chaque avocat ou accusateur disposait d'un temps strictement défini pour son discours. Et si ce temps était écoulé, le discours était interrompu. De même, lors des discours publics, comme ceux des orateurs romains, les horloges à eau étaient également utilisées. Les orateurs devaient respecter des limites de temps établies pour que leur discours ne s'éternise pas et reste conforme aux normes des discours publics. Dans ce contexte, les horloges à eau devinrent un outil important pour organiser les événements publics, assurant un équilibre entre le temps de parole
et celui des autres affaires. L'eau, dans la culture antique, était toujours associée à la vie, au cours du temps et à l'inéluctabilité des changements. Les horloges à eau, quant à elles, devinrent un symbole non seulement du processus d'écoulement du temps, mais aussi un rappel philosophique de son irréversibilité. L'eau symbolisait à la fois le processus du temps et le mouvement constant vers l'avant qu'il est impossible d'arrêter. De plus, les horloges à eau, en indiquant l'inéluctabilité du cours du temps, ne pouvaient manquer de rappeler la finitude de la vie humaine. Dans ce contexte, les horloges à eau étaient utilisées non seulement comme un outil, mais aussi comme un symbole philosophique. Cela était perçu comme un rappel que le temps s'écoule et que chaque instant est irréversible. Dans ce contexte, les philosophes et écrivains de l'Antiquité utilisaient souvent les horloges à eau comme une métaphore pour décrire la fugacité de la vie et l'inéluctabilité du vieillissement. Outre l'Europe, les horloges à eau connurent une large diffusion en Asie. En Chine ancienne, les horloges à eau étaient utilisées à diverses fins, y compris pour déterminer l'heure des prières et des cérémonies. Dans la culture chinoise, il existait plusieurs types d'horloges à eau, y compris des dispositifs avec des roues tournantes et des mécanismes pour mesurer le temps la nuit. Cela permit aux ingénieurs chinois de perfectionner ces dispositifs et de créer des mécanismes plus précis et polyvalents. En Chine, les horloges à eau étaient également utilisées pour les observations astronomiques et pour effectuer divers calculs mathématiques. En Inde, les horloges à eau étaient également utilisées pour divers besoins. En Inde, comme en Chine, les horloges à eau jouaient un rôle non seulement dans les observations astronomiques, mais aussi dans les cérémonies religieuses. Elles aidaient les gens à suivre le temps pour les prières et autres rituels. En Inde, il existait des conceptions uniques d'horloges à eau, différentes des modèles égyptiens et grecs, mais le principe de fonctionnement restait le même. Dans le monde islamique, les horloges à eau étaient utilisées à des fins scientifiques, notamment pour déterminer l'heure des prières. Les savants islamiques, comme Al-Jazari, améliorèrent considérablement les horloges à eau en utilisant des mécanismes plus complexes et en augmentant leur précision. Ces dispositifs étaient utilisés non seulement en astronomie et en religion, mais aussi dans la vie quotidienne, par exemple en mathématiques et en ingénierie. Avec le développement des horloges à eau, les ingénieurs commencèrent à introduire des mécanismes plus complexes pour les perfectionner. L'une de ces solutions fut l'utilisation d'engrenages et de roues hydrauliques pour transmettre l'énergie et gérer le temps. Cela permit d'améliorer considérablement la précision et la fiabilité des horloges à eau. Les roues hydrauliques et les engrenages permettaient de créer des mécanismes plus complexes et efficaces, capables de fonctionner plus précisément et plus longtemps que leurs prédécesseurs. Dans le processus de perfectionnement des horloges à eau, diverses solutions techniques furent également appliquées, telles que l'utilisation de pistons pour contrôler le niveau d'eau et des systèmes plus efficaces pour minimiser les pertes d'eau. Toutes ces améliorations permirent de créer des dispositifs plus durables et efficaces qui pouvaient être utilisés dans divers domaines. Le Moyen Âge fut une période de changement significatif dans la vie des gens et dans leur perception du temps. Avec le développement de la tradition chrétienne, en particulier dans les monastères, apparut le besoin de respecter strictement le temps. Le temps cessa d'être un simple phénomène naturel pour devenir un élément important de la pratique spirituelle et l'une des bases de l'organisation de la vie quotidienne. Au Moyen Âge, les monastères devinrent des centres de vie spirituelle et culturelle.
La régularité et la précision devinrent les caractéristiques principales de la vie monastique. La raison principale en était le désir des moines de respecter les vœux religieux, parmi lesquels le vœu d'obéissance était fondamental. Chaque monastère suivait un emploi du temps strict, basé sur la prière, le travail et la méditation. L'organisation de la journée reposait sur le principe des heures de prière, et tout le temps de la journée était soumis à cette structure. Ce processus, appelé division de la journée, fut établi dès le 8e siècle et continua de se développer tout au long du Moyen Âge. Le temps précis pour la prière était d'une importance cruciale et les moines devaient respecter rigoureusement le rythme établi. Les moments les plus importants de la journée étaient les prières à l'aube, à midi et le soir. Cet emploi du temps strict organisait non seulement la vie spirituelle, mais devenait également la base du travail avec les savants et les astronomes de l'époque, qui aidaient à déterminer les moments précis pour les prières, en se basant sur les solstices, les cycles lunaires et autres phénomènes astronomiques. Pour les monastères, il était extrêmement important de disposer d'un temps précis pour les prières. La pratique des heures de prière dans les monastères exigeait un respect strict du temps pour chaque moment de la journée. Les prières commençaient à des heures précises, ce qui nécessitait des mécanismes permettant aux moines de s'orienter précisément dans le temps. Les horloges, en tant qu'outils de suivi du temps, devinrent à cette époque non seulement une innovation technologique, mais aussi un élément essentiel de la pratique religieuse. Toute la vie des monastères était soumise à un emploi du temps strict et l'exigence de précision dans le temps devint particulièrement importante pour les prières. Les heures de prière devinrent obligatoires, tant pour les laïcs que pour les moines. Initialement, ces horloges n'étaient pas mécaniques, mais progressivement, les monastères commencèrent à développer des dispositifs permettant d'indiquer précisément l'heure nécessaire pour la prière. Pour résoudre le problème du comptage précis du temps, les monastères commencèrent à utiliser des mécanismes spéciaux, les horloges à percussion. Ces dispositifs pouvaient informer non seulement les moines, mais aussi les habitants des villes voisines, car les monastères étaient souvent situés sur des collines ou au centre des villages. Dans les tours des monastères, des cloches étaient installées, signalant par leur son l'arrivée d'une certaine heure pour la prière. Chaque coup de cloche était un signal pour le début d'une nouvelle prière. Il est important de noter que les horloges à percussion devinrent un symbole du pouvoir du monastère et de son importance dans la vie des villages. Les premières horloges mécaniques à percussion commencèrent à apparaître dans les monastères européens au XIe-XIIe siècle. Ces dispositifs étaient assez simples, mais permettaient de synchroniser le temps dans différentes parties du monastère et d'organiser la journée en fonction des obligations religieuses. Avec le temps, les monastères commencèrent à utiliser des mécanismes plus complexes pour le comptage du temps. L'une de ces solutions fut l'horloge mécanique à poids. Ces horloges utilisaient un système de lourds contrepoids qui descendait au fil du temps. Ce principe de fonctionnement était connu depuis l'Antiquité, mais au Moyen Âge, il connut un développement significatif. Ces mécanismes simples permettaient de réguler les horloges dans les monastères avec une grande précision, assurant la synchronisation nécessaire avec les heures de prière. Ces systèmes étaient très populaires en Europe entre le Xe et le XIIIe siècle, et les moines faisaient souvent appel à des horlogers qualifiés en mécanique pour leur fabrication.
Cette époque fut celle du plus grand développement des horloges mécaniques en Europe, et leurs conceptions devinrent de plus en plus complexes et précises. Les moines jouèrent un rôle clé dans le développement des horloges mécaniques. Les principaux ingénieurs et artisans du Moyen Âge venaient souvent des monastères, où les connaissances scientifiques, la philosophie et la technique se combinaient avec la pratique religieuse. Les moines n'étaient pas seulement les gardiens du savoir, mais aussi des innovateurs importants. Ils travaillaient à la création de mécanismes permettant de suivre le temps plus précisément pour la prière et d'autres rituels religieux. L'un des moines inventeurs les plus connus de cette époque fut Gerbert d'Aurillac, qui travailla à la création d'horloges mécaniques et fut l'auteur de plusieurs traités sur l'astronomie et la mécanique. Dans les monastères, les recherches astronomiques se développaient également, ce qui permit non seulement de déterminer le temps plus précisément, mais aussi de créer des mécanismes plus complexes pour le comptage du temps. Les monastères devinrent des centres où se perfectionnait non seulement la vie spirituelle, mais aussi la précision mécanique. Les moines posèrent les bases des futurs progrès dans le domaine du temps, et leur contribution à l'ingénierie ne doit pas être sous-estimée. Le christianisme exerça une influence profonde sur la perception du temps au Moyen Âge. Le temps cessa d'être un simple processus physique pour devenir une notion spirituelle. Dans la tradition chrétienne, le temps était considéré comme un don de Dieu. Il n'était pas perçu comme quelque chose d'infini, mais comme une ressource limitée qu'il fallait utiliser pour le bien. Le temps devint un élément important de la vie spirituelle qui pouvait être consacré à la prière, au service et à l'aide aux autres. De plus, la doctrine chrétienne introduisit dans la compréhension du temps l'idée de la finitude de la vie humaine. La mort devint un moment clé, déterminant la manière dont une personne utilisait son temps sur Terre. Cette perception du temps eut une influence considérable sur le développement des horloges mécaniques précises et des outils pour le suivre. Un élément important de la perception du temps au Moyen Âge fut l'idée du temps comme don de Dieu et du temps comme devoir. Le temps était vu comme un cadeau divin, et chaque instant de la vie devait être utilisé pour servir Dieu et la société. Mais il existait aussi le concept du temps comme devoir. L'homme était tenu d'utiliser son temps conformément à la volonté divine. Ces idées se reflétaient dans la vie monastique, où un emploi du temps strict et la régularité des prières soulignaient l'importance de chaque instant. Avec le développement des horloges mécaniques, les monastères commencèrent à s'éloigner du temps naturel lié au rythme de la nature, comme le lever et le coucher du soleil ou les phases de la lune. Le temps devint une notion plus abstraite, mesurée par des moyens mécaniques. Ce processus influença la société dans son ensemble, car l'apparition d'horloges précises devint la base d'une organisation plus rigoureuse, non seulement de la vie spirituelle, mais aussi de toutes les activités quotidiennes des gens. Les cloches installées dans les monastères jouèrent un rôle important dans l'organisation du temps. Le son des cloches devint un repère pour la journée des gens. Au Moyen Âge, les cloches n'annonçaient pas seulement l'heure de la prière, mais servaient également de signal pour le travail quotidien. Le coup de cloche était comme un signal pour les gens, l'heure est venue. Ainsi, le développement du temps au Moyen Âge ne se limita pas aux seules avancées techniques. L'influence des monastères, de la tradition chrétienne et de la philosophie sur la perception du temps
eut un impact profond sur le développement ultérieur des horloges et des mécanismes de comptage du temps. Les horloges mécaniques de Tours, apparues en Europe au XIIIe et XIVe siècle, furent une invention clé qui transforma la perception du temps et son rôle dans la vie sociale. Ces horloges, installées sur les tours des villes, symbolisaient le début d'une nouvelle étape dans le développement de la civilisation humaine, lorsque le temps devint une ressource sociale importante, régulant non seulement la vie privée, mais aussi les processus publics. Dans ce bloc, nous examinerons en détail comment les horloges mécaniques se développèrent, les problèmes rencontrés lors de leur création et leur signification pour la vie sociale et culturelle de l'Europe. Les premières horloges mécaniques de Tours apparurent en Europe au XIIIe siècle, avec une date précise liée à l'ingénieur et astronome vénitien Giovanni di Bartolomeo. Cependant, la plupart des historiens s'accordent à dire que de tels dispositifs commencèrent à être utilisés dans les grandes villes européennes au XIVe siècle, avec une diffusion massive en Angleterre, en France, en Italie et dans d'autres pays. Les premières horloges mécaniques différaient considérablement des modèles précédents, comme les horloges à eau ou solaire. Ces dispositifs ne dépendaient pas des conditions météorologiques ou des saisons. Leur mécanisme était beaucoup plus précis, basé sur des roues dentées et des mécanismes à poids, permettant de mesurer le temps avec une grande exactitude. Contrairement aux horloges à eau qui utilisaient le flux d'eau pour mesurer le temps, les horloges mécaniques reposaient sur des mécanismes à ressort et à poids, offrant une bien plus grande indépendance vis-à-vis des facteurs externes. Les premières horloges mécaniques de Tours furent installées en Europe non seulement pour le confort des habitants, mais aussi pour un contrôle plus efficace du temps. Leur fonction la plus importante était de réguler les cycles de prière dans les monastères, mais, avec le temps, les horloges commencèrent à être utilisées à des fins plus séculières. Cependant, même avec leurs avancées novatrices, les horloges mécaniques rencontraient des problèmes de précision. Ces dispositifs dépendaient de poids, ce qui nécessitait un remontage périodique ainsi que de mécanismes répétés, entraînant des pannes mécaniques. Les erreurs dans la précision des mesures pouvaient atteindre des heures, voire des jours. Les concepteurs de ces dispositifs furent confrontés à la tâche d'assurer une précision stable, ce qui conduisit à l'utilisation de composants plus complexes et massifs. Néanmoins, à cette époque, les horloges mécaniques devinrent bien plus précises que tous les analogues précédents. La question de la précision était cruciale, car la précision du temps avait un impact direct sur le fonctionnement de la société. L'idée que les horloges pouvaient aider les gens à planifier leur vie et à organiser des événements importants à temps devint un argument majeur en faveur de l'installation d'horloges de tour dans diverses villes. Avec la diffusion des horloges mécaniques installées sur les tours dans les grandes villes européennes, ces horloges devinrent un repère important pour toute la population. Les sons des coups d'horloge, le carillon des cloches ou les mécanismes de percussion devinrent des signaux pour tous les citadins. Leur influence s'étendait bien au-delà des bâtiments religieux, couvrant toute la ville. Les horloges de Tours donnaient des signaux sur l'arrivée de certains moments de la journée, matin, midi, soir et nuit, ainsi que des signaux sonores en fonction du jour de la semaine. L'un des exemples les plus frappants est celui des clochers, qui commencèrent à être utilisés non seulement pour annoncer l'heure, mais aussi pour des rituels. Par exemple, à Paris, en 1370, une tour fut équipée des premières horloges mécaniques complètes,
qui sonnèrent à midi et devinrent un repère important pour les citadins. Les sons des coups d'horloge dans ces mécanismes devinrent une sorte de marqueur du temps. Les citadins s'y référaient pour synchroniser leurs actions avec le reste de la société, indépendamment de leurs observations personnelles du soleil ou d'autres repères naturels. Les horloges de tour devinrent un symbole de pouvoir et de richesse pour les villes où elles étaient installées. Ces dispositifs représentaient avant tout une source de fierté pour les autorités locales, et leur installation était souvent accompagnée de célébrations publiques. Les horloges sur les tours devinrent des symboles architecturaux, exprimant la richesse et le progrès d'une ville ou d'un pays spécifique. Pour de nombreuses villes, la présence d'horloges était non seulement un symbole de modernité, mais aussi un signe de leur développement et de leur puissance économique. Les historiens affirment que ces horloges devinrent un élément important du paysage urbain et avec leur popularisation, de nombreuses villes commencèrent à rivaliser pour installer les horloges les plus perfectionnées et les plus belles. Certaines villes, comme Florence, installaient avec fierté des horloges mécaniques sur les places principales, soulignant leur statut parmi les autres villes européennes. Les horloges devinrent une carte de visite de ces lieux et attiraient l'attention des voyageurs, des marchands et des savants itinérants. Avec la diffusion des horloges de tour en Europe, un phénomène intéressant émergea. La compétition entre les villes pour installer les meilleures et les plus précises horloges. Les dirigeants locaux, les magistrats et les riches marchands cherchaient à montrer que leur ville était capable d'être à la pointe en matière de technologie et de culture. Un exemple de cette compétition est l'histoire des horloges de Strasbourg, où, en 1352, furent installées certaines des horloges mécaniques les plus complexes de l'époque. Ce mécanisme devint célèbre non seulement pour sa perfection technique, mais aussi pour son affichage de divers éléments astronomiques et calendaires. Ce n'étaient pas seulement des horloges, mais un véritable modèle astronomique montrant la position des planètes, les phases de la Lune et d'autres données importantes. À Londres, par exemple, en 1288, le premier mécanisme d'horloge mécanique fut installé dans Big Ben, qui devint par la suite un symbole de la ville. Il ne se contentait pas de donner un signal sonore, mais jouait également un rôle de centre de la vie urbaine, permettant à chaque habitant de vérifier l'heure exacte. Les horloges de tour devinrent non seulement une réalisation technique, mais aussi un élément de l'architecture urbaine. De nombreuses horloges commencèrent à être placées sur les places principales et au centre des villes, devenant des symboles de pouvoir centralisé et d'harmonie architecturale. L'architecture du temps s'exprima dans le fait que les horloges étaient souvent placées sur de hautes tours qui devenaient elles-mêmes des éléments dominants du panorama urbain. Cela pouvait symboliser non seulement la centralité du temps dans la vie de la ville, mais aussi la centralité de la ville elle-même dans la vie sociale et politique de la région. Avec le développement des technologies horlogères, une nouvelle profession apparut, les horlogers. Les horlogers devinrent une partie importante de l'économie urbaine, car ils assuraient non seulement l'installation des nouvelles horloges de tour, mais aussi leur entretien et leur réparation. Contrairement aux époques précédentes, où les mécanismes d'horloge étaient créés dans les monastères ou à la cour des rois, avec l'arrivée des horloges de tour, la profession d'horloger devint populaire et exigeait un grand savoir-faire. Dans certaines villes, des ateliers spécialisés apparurent, où les maîtres horlogers ou horlogers savants
gagnaient en renommée pour leur réalisation. Avec l'apparition des horloges mécaniques et leur diffusion généralisée dans différentes villes d'Europe, il devint nécessaire de standardiser le temps entre ces villes. Cela était particulièrement important pour le commerce, la navigation et les interactions entre États. Avec le temps, les premières tentatives pour établir des normes temporelles communes furent entreprises liées au développement des relations commerciales et politiques entre les nations. L'idée de la seconde apparut plus tard, avec le développement des horloges mécaniques précises. Au départ, les unités de temps étaient liées aux heures, aux minutes et aux heures de la journée. Cependant, au XVe-XVIe siècle, lorsque les horloges mécaniques atteignirent un plus grand degré de perfection, il devint nécessaire de diviser le temps en unités plus petites. Cela conduisit à l'introduction de la seconde, la plus petite unité de mesure du temps, qui fut ensuite consolidée dans les travaux scientifiques et devint un élément important du développement ultérieur du temps et de sa mesure. Ainsi, les horloges mécaniques de tour devinrent non seulement des dispositifs pratiques pour mesurer le temps, mais aussi des symboles de l'ordre social, du pouvoir et du progrès culturel. Ces horloges devinrent des éléments essentiels de la vie des villes médiévales, contribuant à la création d'une nouvelle perception sociale du temps comme une ressource fondamentale pour gérer la vie de la société. Avec le développement de la mécanique et des technologies, le temps cessa d'être simplement une partie de l'emploi du temps public pour devenir une expérience personnelle, presque intime. Dans ce bloc, nous examinerons comment les changements dans les inventions et la société conduisirent à l'apparition des horloges personnelles et transformèrent la relation de l'homme au temps. Le mécanisme à ressort fut une invention révolutionnaire dans l'histoire des horloges. Avant son apparition, les horloges dépendaient principalement de sources d'énergie externes, comme l'eau ou les poids. Au XVe siècle, le mécanisme à ressort fut inventé, permettant de créer des horloges plus compactes et mobiles. Cela fut possible grâce au fait que le ressort, en se comprimant et se relâchant, transmettait un mouvement régulier au mécanisme, permettant de mesurer le temps avec précision. Cette découverte fut extrêmement importante. Elle donna naissance non seulement aux horloges à ressort, mais changea également la perception du temps. Désormais, les horloges pouvaient être transportées, sans être attachées à de grandes tours urbaines ou à des temples. Les horloges devinrent un objet personnel que l'on pouvait porter sur soi, et il n'était plus nécessaire d'utiliser des constructions complexes et encombrantes. Le mécanisme à ressort permit de fabriquer non seulement des horloges de table, mais aussi des horloges de poche, ce qui constitua une étape importante dans le développement du temps comme valeur personnelle. Avec le développement des mécanismes horlogers, les premières horloges domestiques apparurent. Les mécanismes en pierre et en bois commencèrent à être utilisés dans les maisons comme éléments de décoration intérieure. Ces horloges avaient souvent non seulement une fonction pratique, mais aussi esthétique. Dans les maisons riches, les horloges en pierre étaient souvent ornées d'éléments décoratifs, devenant de véritables œuvres d'art. C'était une époque où même les objets domestiques ordinaires acquéraient une signification symbolique. Dans les maisons où de telles horloges étaient installées, on trouvait souvent non seulement des horloges, mais aussi des calendriers qui aidaient également à s'orienter dans le temps cyclique. Les horloges en pierre servaient généralement à indiquer l'heure au cours de la journée, mais elles devinrent aussi des symboles importants
de l'ordre et de la stabilité domestique. Dans les maisons plus pauvres, où l'accès aux horloges mécaniques coûteuses était limité, on utilisait des modèles en bois, souvent avec des mécanismes simples, offrant une précision de base. En 1656, le savant hollandais Christiaan Huygens inventa le mécanisme à pendule qui améliora considérablement la précision des horloges mécaniques. Jusque-là, les horloges souffraient souvent d'inexactitudes, mais grâce au pendule qui régulait le mouvement du mécanisme, une précision sans précédent fut atteinte dans la mesure du temps. Le mécanisme à pendule permit aux horloges mécaniques de fonctionner de manière beaucoup plus stable et précise, rendant possible leur utilisation non seulement dans les tours et les bâtiments publics, mais aussi dans les maisons, pour un usage personnel. Les horloges à pendule, avec leur précision remarquable, devinrent un élément important de l'intérieur des maisons des personnes riches et nobles. Mais cela renforça également l'association entre le temps et le statut social. Le temps cessa d'être quelque chose qui appartenait uniquement aux sphères publiques. Il devint une partie de la vie personnelle de chaque individu. L'une des plus grandes réalisations de l'ingénierie mécanique au XVIIe siècle fut l'invention des horloges de poche. Ce n'était pas seulement une commodité, mais aussi un symbole de statut. Les horloges de poche devinrent un reflet des changements dans la relation au temps. Elles montraient que désormais, chaque personne pouvait posséder le temps. On les portait sur soi, et elles devinrent un accessoire important dans la vie des citadins, en particulier parmi l'aristocratie. Les horloges de poche n'étaient pas seulement un mécanisme indiquant l'heure. Elles représentaient une revendication d'appartenance à la haute société, un symbole d'indépendance humaine et de la capacité à contrôler et mesurer le temps. De plus, les horloges de poche devinrent une sorte d'œuvre d'art, leurs détails étant finement exécutés, souvent incrustés de pierres précieuses et ornés de motifs métalliques, ce qui soulignait leur statut. Ces horloges incarnaient également un nouveau mode de vie, une vie organisée et soumise à un temps strict. Une personne avec une horloge de poche n'était plus soumise au rythme naturel de la nature. Elle n'avait plus besoin de s'orienter selon l'alternance du jour et de la nuit ou les changements saisonniers. Elle pouvait contrôler sa journée à l'aide de ce petit mécanisme. Avec le temps, les horloges personnelles acquirent une immense signification sociale. Initialement, comme nous l'avons mentionné, les horloges étaient un symbole de pouvoir et de richesse. Mais avec le développement de la technologie et la diffusion des horloges de poche, ce temps devint plus accessible. Cependant, le simple fait de posséder une horloge restait un indicateur important du statut social d'une personne. Pour les couches pauvres de la population, les horloges restaient quelque chose d'inaccessible, symbolisant leur statut. Elles ne pouvaient pas se permettre ce type de luxe. Les horloges commencèrent également à jouer un rôle dans l'organisation des interactions sociales. Lorsque les horloges publiques, comme celles des tours, commencèrent à définir le temps pour tous, chaque personne était désormais obligée de suivre ce temps pour ne pas être en retard au travail ou à une réunion. Avec les horloges personnelles portées par les aristocrates et les personnes plus aisées, le temps acquit une valeur individuelle. Avec la diffusion des horloges précises sur le marché, une division de la société apparut entre ceux qui pouvaient se permettre la précision du temps et ceux qui ne le pouvaient pas. L'apparence de ces horloges, leurs matériaux et la complexité de leurs mécanismes reflétaient le statut social de leurs propriétaires. Les personnes possédant les horloges les plus précises et complexes faisaient partie de l'élite.
Les mécanismes à ressort et à pendule n'étaient accessibles qu'à un petit nombre de personnes, ce qui témoignait du développement de la technologie et de la différenciation de classe. La précision du temps devint un privilège accessible à ceux qui pouvaient se permettre des mécanismes coûteux. Avec le temps, avec l'amélioration de la production et la baisse du coût des horloges mécaniques, ces dispositifs devinrent accessibles à des couches plus larges de la population, bien qu'ils restaient un symbole d'un certain statut. Les horloges devinrent une partie intégrante de la vie quotidienne des Européens, et leur diffusion renforça considérablement leur rôle dans la structure sociale de la société. Au XVIe-XVIIe siècle, les mécanismes horlogers, comme les horloges de poche, devinrent des accessoires courants, utilisés non seulement par les aristocrates, mais aussi par les classes moyennes. Les horloges commencèrent à se répandre largement dans les maisons et sur les marchés en tant que produits. Au fil des siècles, l'Europe connut plusieurs vagues d'engouement pour la précision du temps, des horloges mécaniques de tour aux dispositifs personnels. Avec la diffusion des horloges, l'intérêt pour leur précision augmenta. De nouvelles idées et de nouveaux moyens d'améliorer la précision apparurent, des systèmes à eau aux systèmes mécaniques. Avec la diffusion des technologies et l'intérêt croissant pour l'astronomie, le temps devint une partie importante des mesures scientifiques. Les observatoires, en Europe comme dans d'autres parties du monde, commencèrent à jouer un rôle clé dans les recherches scientifiques. Les astronomes et les savants commencèrent à utiliser des mécanismes précis pour déterminer le temps afin d'effectuer des observations. Les horloges devinrent un outil indispensable pour les calculs et mesures précis en astronomie et en mathématiques. Ce fut une étape importante dans l'histoire de la science, car la précision du temps dans les recherches astronomiques était nécessaire pour étudier les corps célestes. Au XVIe-XVIIe siècle, les horloges commencèrent à être utilisées pour contrôler le temps de travail dans la production. À l'ère du capitalisme naissant, les entreprises commencèrent à comprendre l'importance de la standardisation du temps pour augmenter la productivité du travail. Cela conduisit à l'installation d'horloges dans de nombreuses usines et manufactures qui régulaient les changements d'équipe. Ainsi, le temps devint non seulement un élément personnel et social, mais aussi un facteur important dans l'organisation du travail. Les horloges commencèrent non seulement à aider à mesurer le temps, mais aussi à gérer le processus de travail. Ce bloc décrit les changements importants survenus dans la perception et l'utilisation du temps dans la vie personnelle et sociale, ainsi que l'impact de ces changements sur divers domaines de l'activité humaine. Depuis les temps les plus anciens, la mer a été non seulement une frontière, mais aussi une voie, un lien entre les cultures, les continents et les époques. Cependant, l'un des principaux problèmes de la navigation maritime resta longtemps irrésolu: comment déterminer précisément sa position, en particulier la longitude. La réponse ne se trouvait pas dans les étoiles ou les boussoles, mais dans le temps, un temps précis, stable et fiable. La latitude, la distance au nord ou au sud de l'équateur, pouvait être déterminée à l'aide du soleil ou des étoiles, mais la longitude, c'est-à-dire la position à l'est ou à l'ouest, était bien plus compliquée. Jusqu'au XVIIIe siècle, les navigateurs ne pouvaient pas déterminer précisément leur longitude, ce qui entraînait des naufrages, des désorientations et des pertes de vie. Pour déterminer la longitude, il fallait connaître l'heure exacte au point de départ et la comparer avec l'heure locale à bord du navire
en calculant la différence. Chaque heure de décalage temporel correspondait à 15 degrés de longitude. Cela signifiait que le navire avait besoin d'un instrument portable fiable, capable d'indiquer l'heure avec une grande précision et de fonctionner malgré les mouvements du bateau, les variations de température et l'humidité. À la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, le gouvernement britannique proposa le Longitude Act, une loi selon laquelle quiconque résoudrait le problème de la détermination de la longitude recevrait une récompense conséquente, jusqu'à 20 000 livres sterling, des millions en valeur actuelle. La réponse fut trouvée dans les travaux de John Harrison, un charpentier et horloger autodidacte anglais. Il consacra plus de 30 ans de sa vie à la création d'un chronomètre marin, un appareil capable de conserver l'heure exacte pendant un voyage en mer. Après plusieurs modèles, H1, H2, H3, il présenta le H4, un dispositif ressemblant davantage à une grande montre de poche qu'au mécanisme précédent. En 1761, le H4 fut testé lors d'un voyage à la Jamaïque et montra une précision remarquable. Malgré ce succès, la bureaucratie et les préjugés scientifiques ralentirent la reconnaissance de Harrison. Ce n'est que des années plus tard, après l'intervention personnelle du roi George III, qu'il reçut la majeure partie de la récompense promise. Le deuxième voyage de James Cook, 1772-1975, fut un véritable triomphe pour le chronomètre marin. À bord du navire Résolution se trouvait le chronomètre K1 fabriqué par Larcum Kendall d'après le modèle du H4. Cet appareil permit à Cook de calculer précisément la longitude pendant le voyage, évitant les récifs sous-marins et les erreurs de navigation. Grâce à cela, l'Antarctique fut découvert, les cartes des mers du Sud furent corrigées et l'expédition se déroula sans incident majeur. Les chronomètres marins précis devinrent un atout stratégique crucial. Ils permirent aux puissances européennes de gérer efficacement leur flotte, d'organiser le commerce, de planifier des opérations militaires et de coloniser des territoires éloignés. L'Empire britannique, dont les navires étaient équipés de chronomètres fiables, établit une suprématie en matière de navigation, ce qui renforça son influence dans de nombreuses régions du monde. Les chronomètres étaient utilisés pour mesurer et cartographier de nouvelles terres, tracer des routes maritimes, organiser l'approvisionnement et la logistique. Grâce à eux, les navires pouvaient naviguer en sécurité le long de côtes inconnues, déterminer leur position dans de vastes espaces et éviter les erreurs de navigation, souvent fatales à l'époque des voiles. Les chronomètres marins étaient non seulement complexes, mais aussi délicats. Ils nécessitaient un entretien régulier, un nettoyage, une lubrification et une protection contre l'environnement extérieur. Chaque chronomètre était conservé dans une boîte en bois spéciale avec une suspension à cardan pour amortir les vibrations et les mouvements du bateau. Habituellement, un navire transportait plusieurs chronomètres. Si l'un d'eux commençait à défaillir, la comparaison avec les autres permettait de calculer l'heure exacte. Avant le départ, les instruments étaient synchronisés avec l'heure du port, souvent dans des observatoires, et leur préservation était strictement surveillée pendant le voyage. Il est intéressant de noter qu'avec l'apparition des chronomètres précis, une situation paradoxale émergea. Un navire avait un temps marin, c'est-à-dire l'heure du point de départ, conservée grâce au chronomètre, et un temps local solaire, utilisé, par exemple, pour déterminer midi. Cette différence entre l'heure de Londres et l'heure au point où se trouvait le navire
était la base du calcul de la longitude. Par la suite, c'est précisément cette pratique qui donna naissance à l'idée d'un temps global, temps indépendant du lieu et pouvant servir de norme pour toute la planète. Au XIXe siècle, avec la diffusion des chemins de fer et du télégraphe, il devint évident que l'utilisation exclusive du temps solaire local créait un chaos dans les horaires et les communications. Par exemple, l'heure à Liverpool et à Londres différait de 10 minutes, ce qui compliquait la gestion précise des trains. En 1884, lors de la conférence internationale du méridien, à Washington, le méridien de Greenwich fut adopté comme méridien zéro, marquant le début de l'introduction des fuseaux horaires. Cependant, l'idée de diviser la Terre en 24 zones d'une heure chacune avait été proposée un peu plus tôt par l'ingénieur canadien Sanford Fleming. L'introduction des fuseaux horaires fut l'aboutissement du processus de objectivation du temps, lorsqu'il cessa d'être uniquement personnel ou local pour devenir une norme mondiale. Le problème de la longitude stimula les investissements étatiques dans la science et la technologie. Outre la Grande-Bretagne, la France, l'Espagne et les Pays-Bas tentèrent également de résoudre cette question. Des académies et des sociétés scientifiques furent créées, des observatoires et des recherches furent financés, tout cela dans un seul but, un temps précis. À cette époque, les astronomes et les horlogers devinrent des figures scientifiques de premier plan, capables non seulement de fabriquer des horloges, mais aussi de mesurer et de préserver le temps. Cela engendra une compétition entre les écoles d'horlogerie, notamment à Londres, Paris et Genève. L'un des outils clés pour calibrer les chronomètres marins fut les observatoires. Ils établissaient l'heure exacte en se basant sur le mouvement des corps célestes. Des institutions comme l'Observatoire royal de Greenwich devinrent des centres du temps. C'est de là que les chronomètres recevaient l'heure correcte. Avant de partir en voyage, par la suite, ces pratiques donnèrent naissance au concept de temps universel, UTC, et les horloges atomiques modernes et le GPS devinrent la continuation logique de la révolution chronométrique. Les chronomètres marins changèrent le monde. Ils permirent non seulement de traverser les océans avec plus de sécurité, mais posèrent également les bases d'une synchronisation mondiale du temps. D'une petite boîte en bois suspendue à une suspension à cardan au temps satellitaire, le chemin commença par le désir de savoir où l'on se trouve. Ce fut une époque où le temps devint navigation, stratégie, science et, en fin de compte, civilisation. Tout commença par une petite aiguille avançant sur un cadran quelque part dans l'obscurité de la cale d'un navire. Lorsque l'humanité entra dans l'ère industrielle, le temps cessa d'être quelque chose de vague, de subjectif et soumis au seul rythme naturel. Il devint précis, mesurable, strictement réglementé. Dans ce nouveau monde, où les rythmes des machines commencèrent à dicter les rythmes de la vie, la précision du temps devint non seulement une commodité, mais une nécessité. L'un des premiers facteurs exigeant une coordination stricte du temps fut le développement des chemins de fer. Avant l'apparition des trains, chaque ville vivait selon son propre temps solaire local. La différence entre l'heure de Londres et, par exemple, celle de Bristol pouvait atteindre plusieurs minutes, ce qui ne dérangeait personne. Mais dès que les trains commencèrent à relier les villes, en particulier sur de longues distances, la nécessité de précision devint critique. Une discordance dans les horaires signifiait non seulement un désagrément,
mais aussi un risque de catastrophe. Les trains pouvaient entrer en collision s'ils circulaient sur la même voie dans des directions opposées. Pour éviter cela, les compagnies ferroviaires commencèrent à introduire un temps ferroviaire standard. En Grande-Bretagne, par exemple, le temps de Londres ou temps de Greenwich fut adopté pour la première fois comme référence. Les chemins de fer devinrent la force motrice de l'unification du temps, d'abord à l'échelle nationale, puis internationale. Parallèlement, une autre technologie révolutionnaire se développait, le télégraphe. Les messages, qui auparavant mettaient des jours à être livrés, pouvaient désormais être transmis en quelques minutes. Cela engendra de nouveaux besoins en matière de coordination précise du temps. Les transactions bancaires, les négociations commerciales, les dépêches d'actualité, tout nécessitait une synchronisation. Les stations télégraphiques furent parmi les premières à synchroniser leurs horloges avec une précision méticuleuse. Dès le milieu du XIXe siècle, dans de nombreux pays, les horloges télégraphiques commencèrent à être synchronisées par des signaux provenant des principaux observatoires. Par exemple, en 1852 à Londres, un signal électrique fut envoyé pour la première fois depuis la tour de l'observatoire de Greenwich, synchronisant l'heure avec d'autres stations. Ce fut l'un des premiers pas vers une synchronisation mondiale du temps. L'industrialisation transforma non seulement les technologies, mais aussi la vie quotidienne. Auparavant, l'homme s'orientait selon le lever et le coucher du soleil, les travaux saisonniers. Désormais, sa journée était rythmée par le son des sirènes d'usine. Le temps de travail devint mesuré à la minute près. Un retard à une équipe pouvait entraîner un blâme ou un licenciement. Des emplois du temps, des équipes, des registres de comptabilité du temps apparurent. Les usines exigeaient des travailleurs une précision et un rythme qui, auparavant, n'étaient propres qu'aux machines. C'était une nouvelle sensation du temps, comme une pression, une discipline. Le terme « gestion du temps » n'existait pas encore, mais son esprit planait déjà dans l'air. C'est à cette époque que l'expression « le temps, c'est de l'argent » s'ancra. Elle devint non seulement une métaphore, mais littéralement une loi économique. Dans les usines, on installa d'énormes horloges visibles de n'importe quel point de l'atelier. Certaines entreprises développèrent même des dispositifs spéciaux pour suivre le temps que chaque ouvrier passait sur chaque opération. L'ingénieur américain Frederick Taylor fut l'un des premiers théoriciens de la gestion scientifique du temps. Ses méthodes, chronométrage, normalisation du travail, analyse du temps des opérations, posèrent les bases d'une discipline entière. Ce n'était pas seulement un contrôle, c'était la création d'un nouveau type d'homme, précis, rythmé, prévisible. L'aspiration à tout mesurer s'étendit également aux travailleurs eux-mêmes. À la fin du XIXe siècle, les premières expériences de chronophotographie apparurent, une technologie permettant de capturer une séquence de mouvements. Des scientifiques comme Étienne Jules Marey tentaient d'analyser l'efficacité des mouvements humains. C'étaient les prémices de la biométrie et même du cinéma. Le travail humain commença à être considéré comme un mécanisme pouvant être étudié et optimisé. Chronomètre, horloge, caméra, tout était utilisé pour trouver le mouvement idéal, minimiser les pertes de temps. Le temps devint un outil de gestion non seulement des machines, mais aussi des corps. Parallèlement à la croissance de l'industrie, le boom de la production de masse des horloges commença. Auparavant,
les horloges étaient un objet de luxe. Désormais, grâce à la mécanisation et à la standardisation, il devint possible de les produire à bas coût et en grande quantité. Les horloges apparurent dans chaque foyer, dans la cuisine, le salon, voire la chambre. La Suisse, l'Allemagne, les États-Unis devinrent des centres de l'industrie horlogère. Des entreprises comme Waltham et Elgin, en Amérique, produisaient des millions d'horloges par an. Les gens s'habituèrent à l'idée que le temps précis n'était pas un privilège, mais un besoin fondamental. L'un des symboles de cette époque fut la montre-bracelet. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, elle était principalement portée par les femmes, comme un accessoire de mode. Les hommes préféraient les montres de poche. Mais la Première Guerre mondiale changea tout. Les soldats trouvaient peu pratique de sortir une montre de leur poche, surtout en plein combat. Les montres-bracelets devinrent la norme. Après la guerre, les montres-bracelets cessèrent d'être perçues comme quelque chose d'étrange. Au contraire, elles devinrent un accessoire, à la mode, statutaire et pratique. Le temps précis était désormais toujours à portée de main, littéralement. Avec l'accumulation des technologies, il devint évident qu'il était temps de s'entendre sur le temps à l'échelle mondiale. En 1884, lors de la conférence internationale du méridien à Washington, le méridien de Greenwich fut adopté comme méridien zéro. Cela posa les bases de la division de la planète en 24 fuseaux horaires. Cette décision eut une signification non seulement pratique, mais aussi symbolique. L'humanité adopta pour la première fois une conception commune du temps. Malgré les frontières politiques, nous commençâmes à vivre dans un système temporel unifié. Bien sûr, de nombreux pays résistèrent à cette innovation, et le processus prit des décennies, mais le principe était établi. Ainsi naquit l'idée du temps universel. Si, dans les siècles précédents, les horloges n'étaient accessibles qu'à la noblesse, aux prêtres ou aux ingénieurs, elles devinrent désormais un phénomène de masse. Les horloges pour tous, non seulement comme objet, mais comme symbole. Le temps précis cessa d'appartenir à l'élite. Il devint une partie de la vie quotidienne. Chaque personne reçut non seulement un dispositif, mais aussi l'obligation de suivre le temps. Le temps devint un chronomètre intérieur, une partie de la discipline personnelle. Il devint une norme à laquelle chacun devait aspirer. C'est dans l'ère industrielle que le son omniprésent du tic-tac apparut. Il devint le symbole du temps qui avance inexorablement. Ce rythme définissait la journée, le travail, le repos. Il résonnait dans les chambres, les écoles, les usines. Et même dans le silence, le tic-tac était dans la tête. Et maintenant, un siècle plus tard, dans l'ère des technologies numériques, nous vivons dans un monde où le temps ne tic-tac plus, mais continue de nous gouverner. L'ère industrielle fit de la précision une partie de notre culture, et les horloges, ces chefs d'orchestre muets. Tic-tac, tic-tac. Ainsi sonnait le temps à l'époque des usines, des locomotives à vapeur et du progrès. Et c'est ainsi qu'il s'installa en chacun de nous comme un devoir, une mesure, une habitude d'être à l'heure. Alors que l'ère industrielle soumit l'homme au temps mécanique, le XXe siècle ouvrit de nouveaux horizons de précision. Le temps cessa de tic-taquer. Il vibra, oscilla, scintilla sur les écrans et avança à la vitesse de la lumière. L'ère des rythmes invisibles commença, où chaque instant devint une partie d'un mécanisme global.
mue non seulement par des aiguilles, mais aussi par des atomes. Dans les années 1920, une nouvelle technologie fit son apparition. Les horloges à quartz. Leur principe était simple mais révolutionnaire. Lorsqu'un courant électrique était appliqué, un cristal de quartz commençait à vibrer avec une stabilité remarquable. Ces vibrations microscopiques remplacèrent le tic-tac du mécanisme. Le quartz émettait un rythme inaudible pour l'oreille, mais mesurable avec une précision fantastique. Les premières horloges à quartz étaient volumineuses et utilisées dans les laboratoires. Mais dès le milieu du XXe siècle, la technologie devint accessible à la production de masse. En 1969, la société japonaise Seiko présenta au monde la première montre-bracelet à quartz, l'Astron. Elle changea la perception du temps, le rendant encore plus précis et accessible. Le cristal de quartz n'est pas un simple caillou. C'est un résonateur physique miraculeux. Lorsqu'on lui applique de l'électricité, il commence à osciller à une fréquence strictement dépendante de sa forme et de sa taille. Par exemple, un cristal standard dans une montre vibre 32 768 fois par seconde. Cette fréquence est divisée par l'électronique en une impulsion par seconde, un tic. Mais derrière ce tic se cachent des milliers d'oscillations.